d'abord Nadia, qui est notre guest d'aujourd'hui sur la psychologie de l'argent. Alors moi, je suis coach de dirigeants et dirigeantes d'entreprises, d'entrepreneurs aussi. Donc, je vais les accompagner sur des sujets très spécifiques sur le leadership, le management, la prise de décision. À côté de ça, je suis très investie dans la cause des femmes. Cause ne veut pas dire victime, hein, mais vraiment dans l'égalité homme-femme, à travers les articles que j'écris pour le L, mais aussi des masterclass que je donne sur la psychologie de l'argent. Hier, d'ailleurs, j'ai donné sur ce même thème à l'ESCP, donc l'École supérieure de commerce de Paris. Et à côté de ça, j'ai aussi un média qui est un podcast qui s'appelle Skills, donc sur les compétences. Donc, mon approche est très humaine, sans jamais perdre de vue le côté, évidemment, business. Et donc, je fais intervenir des personnalités, des gens très experts dans leur domaine, parfois assez célèbres, en tout cas, pour parler d'une compétence. N'hésitez pas à vous abonner. C'est l'audience et les personnes, en tout cas, qui sont dans la croissance personnelle et professionnelle. Anne-Laure, je te passe le micro. Merci. Je suis ravie d'être là avec vous et merci Anne-Laure de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie d'être à tes côtés. Je suis ravie que tu sois là, Nadia. Juste parce que hier, c'était le Paris Finance Forum. Oui. Et justement, pas mal des décideuses et des femmes qui ont un poste très important dans le secteur banquier financier. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de syndrome de l'imposteur et beaucoup plus. J'aurais réussi, mais ça a été vraiment... C'était Fabienne Lissac qui animait cette masterclass, hein, d'ailleurs, je crois. On va en parler de tout ça. Peut-être, donc moi, en introduction, je suis une financière. J'étais gérante et je suis toujours gérante, mais j'ai commencé en tant que gérante chez Rothschild. Après chez HSBC, j'ai ensuite travaillé à Londres et j'étais au COMEX de BNY, qui était l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au niveau mondial. Et donc, je dirigeais en fait le département des investisseurs institutionnels européens et je conseillais en fait les fonds de pension dans leurs placements financiers. Et j'étais également en charge du DEI au niveau global. Et donc, au sein de BNY, je devrais déjà, en tant que femme dans la finance, je me rendais compte à quel point c'était déjà très difficile de faire carrière dans la finance et d'avoir ce rapport à l'argent et de comprendre un petit peu quels étaient les freins déjà pour attirer les femmes vers l'industrie financière, parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et puis, on a fait une étude que vous avez peut-être su ou vu qui s'appelait Pathway to Inclusive Investment en 2021. J'étais parmi les personnes qui étaient en charge de cette étude, qui pour moi était une grande révélation sur l'investissement et les femmes et le fait que les femmes finalement ne s'intéressaient pas à l'argent, que n'investissaient pas et comprendre tous ces freins-là. Et moi, ça a été un très, très grand choc quelque part, puisque je me suis dit, mais c'est incroyable. L'industrie financière a raté son virage auprès des femmes. Il y a clairement un sujet et le sujet, il est vraiment impactant. Il faut s'en occuper maintenant. Donc, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était inégalité patrimoniale. Et dans ma dernière partie de carrière, j'ai décidé de créer Evest. Donc, il y a pour vocation de répondre à ces problématiques d'investissement par de deux façons. D'une part, avec de l'empowerment, avec des personnes comme vous qui vont aider à combattre donc, ces freins à l'investissement, s'entourer des experts, organiser des ateliers et puis aller jusqu'à la solution d'investissement, d'automatisation. Voilà. Donc, on va maintenant, je vais laisser la parole à Nadia pour justement avoir ces cas pratiques justement de ce rapport à l'argent. Quels sont les freins et comment concrètement on peut avoir des premières approches, je dirais, cognitives du rapport à l'argent. On va commencer. Je vais juste peut-être attendre. Comment tu fais le... Comment je fais? C'est là. Ah voilà, super. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment
qu'inconsciemment, nos croyances vont venir influencer nos décisions. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau, consciemment, les décisions qu'on prend, elles représentent 10%. Et 90% de nos décisions sont prises de façon inconsciente. Donc, le but étant, aujourd'hui, c'est d'arriver à conscientiser, d'avoir ce déclic, de comprendre, parce que le fait juste de comprendre une certaine logique du fonctionnement de notre rapport à l'argent, des choses invisibles qui sont en nous, nous permet à 50% déjà, de prendre des nouvelles décisions. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Les femmes et l'argent, avant 1965, donc si on fait les comptes, ça fait il y a à peine 50 ans, 60 ans, une femme devait demander l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte bancaire. Donc l'héritage, il est encore là. Et aujourd'hui encore, les femmes, elles investissent moins et elles investissent encore moins quand elles sont en couple. La fameuse théorie dépôt de yaourt qui font que quand elles sont en couple, c'est souvent l'homme qui va investir dans le patrimoine, qui va acheter l'appartement de famille, etc. Et la femme qui veut aussi se montrer indépendante va se dire moi aussi je veux participer et donc va participer aux courses de la maison. Sauf que le jour où il y a une séparation, la femme, elle repart avec les yaourts vides et c'est le monsieur qui a le patrimoine. Après, l'idée ici n'est pas de faire des jugements sur les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne respectent pas leurs femmes, mais il y a une réalité qui font qu'on a aussi une part de responsabilité et de ne pas se mettre que dans une position de victime par rapport aux hommes. Et en fait, on va hériter de ces rôles finalement invisibles. Donc, l'idée, c'est de reprendre la main sans attendre la permission pardon, excusez-moi, hop. Donc, ce qu'on nous a jamais appris, c'est que ce que l'on croit sur l'argent, il vient rarement de nous parce qu'il est complètement inconscient. Donc, ça vient souvent de nos schémas familiaux, des autorités qu'on avait. Ça peut être le père, la mère, l'environnement dans lequel on a vécu, ça peut être les traditions, la religion, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et donc, ça va faire des modèles qui sont souvent flous, contradictoires, voire absents. Donc, l'argent, on le vit, on le craint, et parfois, on le fantasme. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'être dans un désir tellement important par rapport à l'argent qu'on va créer un manque, alors que ce qui va justement apporter de l'abondance, c'est cette forme de détachement par rapport à l'argent. Alors, les money scripts, mais peut-être avant de rentrer dans les détails, c'est de comprendre en fait, je vais peut-être vous raconter une anecdote, parce que comme je disais hier, je faisais une masterclass au sein de l'ESCP, qui est l'École supérieure de commerce de Paris. Donc, vous avez une audience majoritairement féminine, mais il y avait quand même quelques hommes, parce que les hommes aussi sont concernés par l'indépendance financière et on l'expliquera un peu plus tard. Moi, j'ai récemment coaché une femme qui était diplômée d'une grande école de commerce, qui a une dizaine d'années d'expérience, une femme très compétente, et elle décide de se reconvertir et donc de lancer son entreprise en tant que consultante. Et là, elle décroche une mission avec une très grande entreprise et je lui pose la question, je lui demande combien tu comptes facturer. Et là, elle me répond, je vais attendre de voir ce qu'il me propose, je ne veux pas être trop gourmande. Ok, est-ce que tu t'es préparée à négocier? Elle me dit, je ne me sens pas très à l'aise avec ça, j'ai peur de les faire fuir. C'est quoi le scénario, en fait parce que je vous le dis, elle est très compétente. C'est quoi le scénario qui est derrière? Ce n'est pas un problème de valeur marchande, c'est plutôt, elle s'est mise dans l'idée, la croyance qu'elle invite, c'est que si je demande trop, je vais perdre la relation. On travaille ensemble sur ce sujet, donc je l'accompagne justement pour fixer un prix qui est plus basé sur la valeur qu'elle va apporter. Donc, elle a fait une proposition qui est 30% plus élevée de ce qu'elle pensait faire, parce qu'on a aussi les idées reçues, il ne faut pas parler d'argent en premier, mais en fait, dans une proposition, c'est aussi très bien de faire sa première proposition, de partir en tout cas de ce benchmark-là. Et vous savez quoi, le client, il a accepté, il n'a même pas négocié. Donc, c'est pas tout ça pour dire, c'est qu'elle pensait que le frein, ce serait l'autre, et en réalité, c'est elle, sa psychologie de l'argent.
Et donc, les money scripts que vous voyez à l'écran, ils vont être souvent autour de trois thèmes, trois croyances. Donc, le mérite, ça va être est-ce que je mérite ou non de gagner autant d'argent? Certaines personnes peuvent penser de façon inconsciente parce qu'ils ont eu des modèles au sein de leur famille, je dois vraiment travailler dur pour mériter de l'argent. L'argent n'arrive pas facilement, donc ça doit être dans la souffrance. Il est question aussi de capacité. Est-ce que je suis capable de gagner beaucoup d'argent ou pas? Ce qui est possible, ce qui est impossible. Et aussi de l'ordre de la moralité. Certaines croyances vont être de l'ordre de l'argent est sale. Très souvent, on le retrouve dans les industries créatives, les personnes qui sont dans les arts, etc. Pour eux, l'argent, c'est pas parler d'argent, c'est pas propre, c'est pas valorisant. Ou ça doit être pour une femme, je ne dois pas gagner plus que mon mari. Et oui, c'est l'homme qui doit gagner plus que la femme, n'est-ce pas? Et ce que j'entends par là, c'est que ces croyances-là qu'on a depuis très, très petites deviennent des vérités absolues. On ne va pas aller les remettre en question. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est câblé de cette façon. Si on lui envoie le message de je ne dois pas gagner plus que mon mari, ou si je gagne beaucoup d'argent, je vais être malheureuse parce que les gens très riches sont malheureux, le cerveau, il va aller chercher la preuve, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation, que ce que je lui raconte, c'est la vérité. Donc, il va aller chercher que les preuves dans mon environnement que ce que je lui dis, c'est la vérité. Donc, il va être très sélectif. Donc, c'est très important de la façon dont on se parle à soi-même. Donc, ça peut être l'argent ne fait pas le bonheur. Ça aussi, c'est une croyance qui devient une vérité absolue. Je ne sais pas si vous en avez quelques-unes comme ça que vous avez entendues. Oui, ben, l'argent pour ça dans les arbres, ça, c'est bon. Voilà. C'est de mes clientes. Une mission de mérite et de travail. C'est pas élégant de parler d'argent. On se disait la dernière fois parce qu'on a des filles en bas âge et on se disait quand notre fille te disait maman tu m'as acheté ça et voilà, on disait non, on n'achète pas, on t'offre. C'était le côté, c'est clair. Alors qu'aujourd'hui, je lui dis bon, non seulement je t'ai acheté, mais voilà combien ça coûte. Exactement, parce que c'est pas classe, c'est pas élégant de parler d'argent et en réalité, voilà. Et puis il y avait une personne hier aussi, une femme qui me posait la question, elle me dit mais les gens ils parlent pas d'argent en France. Moi je travaille dans telle entreprise, je ne sais pas combien je vaux réellement pour demander une augmentation. Et en réalité, c'est que elle-même ne s'autorise pas à parler d'argent. Et moi j'ai été cette personne. J'ai été cette personne pendant très longtemps et c'est vrai qu'autour de moi, on ne parlait pas d'argent. Et à partir du moment où je me suis autorisée à en parler sans jugement, c'est utiliser même le mot argent, j'ai retrouvé des personnes autour de moi qui pouvaient en parler sans problème. Donc, on attire aussi vers soi les choses qu'on a. Ça dit beaucoup, en tout cas, de notre intérieur et de la psychologie de l'argent. Il y a certains aussi milieux professionnels, par exemple, quand j'ai interviewé des articles peintres, des femmes de la écrivaines et tout ça, et pour elles, c'est superficiel, c'est-à-dire qu'elles font avec avec le cœur et tout ça, et c'est plus voilà, on attend si ça vient pas, mais c'est plutôt l'épanouissement. L'absence de côté mercantile dans la relation aux choses, oui. Oui. Ce que je vous propose, 2 minutes, c'est peut-être de fermer les yeux. Si vous êtes d'accord. En ligne aussi, si vous êtes d'accord de fermer les yeux. Et quelle est la première phrase qui vous vient quand je dis argent? Et soyez honnête, parce que c'est souvent là que le script se cache. Sécurité, liberté. Confort, travail. Oui, moi j'ai pensé pas facile à gagner. Pas facile à gagner. Moi, je me suis dit, je ne gagnais pas assez. Moi, ça m'a fait du bien. Ça y est. C'est Nietzsche qui le disait, les convictions sont des prisons. Et ce n'est pas le doute, en fait, qui rend fou, mais la certitude.
Donc, c'est ces certitudes-là qu'on peut avoir qui peuvent en fait nous bloquer. Ce qu'il y a vraiment derrière l'argent. Alors, il y a la liberté. Si je gagne de l'argent, je décide et je suis libre. Sécurité, ça va être je ne veux pas revivre un stress d'enfance. J'ai une de mes clientes qui a vécu un stress d'enfance où ses parents ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et en ont perdu beaucoup, beaucoup après. Donc, pour elle, elle relie le fait d'avoir beaucoup d'argent à une perte derrière. Et bien évidemment, on sait que c'est mieux de commencer sans rien et d'avoir beaucoup que l'inverse. Et donc, elle va relier toutes les émotions qui vont avec. Donc, elle est dans la sécurité. Je ne veux pas en gagner trop parce que si j'en gagne trop, je vais en perdre beaucoup et je vais être malheureuse comme je l'ai été. Ça va être le pouvoir. Ça peut être, je gagne beaucoup d'argent, ben, je veux exister et je vais avoir du pouvoir. Ça va être de l'amour. Si je gagne beaucoup d'argent, je vais être reconnue, je vais être aimée. Il y a aussi la culpabilité, ça on va le voir un peu plus, c'est j'ai pas le droit d'en avoir plus que les autres. Si je viens d'un milieu très modeste et que j'ai commencé à bien gagner ma vie, ben, je peux culpabiliser d'avoir la vie que j'ai par rapport à ma famille. Et ça peut être aussi un frein. Et ça peut être un frein et de l'auto-sabotage. Ça peut être aussi le contrôle. Je gère, je protège, je dépends de personnes. Donc, derrière l'argent, il y a toujours autre chose. Donc, il y a en fait, l'idée, c'est de se dire, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'émotion. D'ailleurs, très souvent, quand il y a des discussions autour d'un héritage, d'un salaire, d'une facture, souvent conflictuelles, parce qu'on ne parle pas de chiffres, on parle d'émotions et chacun parle de l'émotion qui le renvoie en fait à son enfance et chacun a l'impression que c'est la vérité absolue parce que ce sont des croyances qu'on a et donc c'est une vérité. Donc on ne peut pas comprendre qu'il y ait une autre vérité que celle qu'on a, d'autant plus qu'elle n'est pas conscientisée. Et c'est pour ça que ça crée des conflits. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant que j'avance? C'est bon pour vous? Oui. Ok. Et là, on en vient à l'héritage culturel, familial et religieux. Clairement, en France, si on devait comparer par rapport aux pays peut-être anglo-saxons, aux États-Unis, etc., on parle très peu d'argent, c'est tabou. Dans certaines familles, c'est même très mal vu d'en parler parce qu'on hérite. Alors, même si on n'est pas de la religion catholique, on hérite quand même de cette culture judéo-chrétienne qui associe la richesse à une forme de faute morale, de culpabilité. Si je suis riche, je sais que j'ai profité. Si je suis pauvre, c'est que je suis quelqu'un de vertueux. Donc, c'est là et on en hérite. Dans certaines familles bourgeoises aussi, on a de l'argent, mais on ne le montre pas. C'est la culture de la discrétion, de la honte. Et dans certaines traditions, voire religions, l'argent, c'est instable. On faut faire attention au mauvais œil. Oui. Ça me parle. Voilà. C'est le mauvais œil. On sait, voilà. Ne montre pas. Ne montre pas. Voilà. Et vivons heureux, vivons cachés, etc. Et puis, mais oui. C'est incroyable. Non, ça va? Vous nous entendez? Vous nous entendez? Je crois. Je pense qu'on aurait su sinon. Ok. Et dans d'autres cultures, il faut le partager tout de suite. Il ne faut pas le garder. Il y a la culpabilité de le garder pour soi. Donc, ce qui est aussi important, c'est que de comprendre, c'est que si on garde ces scénarios-là dans notre inconscient, on ne peut pas faire des choix lucides, consciemment. Donc, l'idée étant ici, aujourd'hui, c'est d'arriver en tout cas à les conscientiser. Et Carl Jung, comme l'a dit très bien Carl Jung, notre rapport à l'argent est une projection inconsciente. Tout ce que vous idéalisez reflète une part de vous que vous refusez de voir. Alors, quand on parle de croyances limitantes, donc les croyances limitantes, encore une fois, c'est ce que je disais des choses, c'est ce qu'on hérite de notre enfance et qui deviennent des vérités absolues. Je sors du cadre financier, en tout cas en parlant de l'argent, juste pour expliquer ce que c'est une croyance limitante. C'est
c'est si, par exemple, je vais vous donner l'exemple qu'a fait Martin Seligman, qui est un psychologue, donc qui a élaboré le concept de l'impuissance apprise, qui sont les croyances limitantes dans les années 70. Et il a comparé un éléphant à un homme. Donc, il y avait un éléphanteau qui s'appelait Horton, qui pèse 120 kilos. Et il était conditionné par son cornac qui l'enchaînait en fait à une cordelette. Et donc, il lutte, il essaye de s'échapper et il n'y arrive pas parce que cette cordelette est incassable. Elle est où, à votre avis, la croyance limitante ici? Sur la cordelette? Exactement, la cordelette est incassable. Donc, il s'est fait à l'idée que la cordelette est incassable. Entre-temps, Horton grandit, il pèse aujourd'hui 7 tonnes. Est-ce qu'il va essayer encore de la casser? Non. Parce qu'il s'est fait à l'idée que la cordelette est incassable. Mais si je vous pose la question, il pèse 7 tonnes, est-ce que vous pensez qu'il peut la casser, cette cordelette? Oui. Et le concept d'impuissance apprise, pourquoi impuissance apprise? C'est qu'on a tous appris qu'on n'était pas capable de faire quelque chose. Et c'est ça la croyance limitante. C'est comme, par exemple, dire à une femme, on peut dire ça aussi à un homme, c'est de dire de devenir médecin à l'âge de 40 ans. On n'y va pas. Si votre père vous a dit toute votre enfance en fait que les gens riches, excusez-moi pour le terme, c'est des cons, mais en réalité, vous avez une idée reçue et vous n'avez pas envie de la casser et donc vous n'avez pas cherché à être riche. Consciemment, peut-être que vous allez le désirer très fort, mais inconsciemment, le message, il est autre. Et celui-là, il est beaucoup plus fort. Comment on le transforme? C'est-à-dire que je vais l'identifier, donc je conscientise en fait cette croyance limitante, ça c'est important. Par exemple, ça va être je ne mérite pas plus, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent, je n'y arriverai pas. Si je gagne beaucoup d'argent, je risque de devenir une autre personne, je n'aurai plus d'amis, ou etc., etc. Ou je vais devenir une personne méchante, jalousée, et ça peut être vraiment beaucoup de choses. Moi, j'en ai entendu des choses. Et là, ce serait de la confronter. D'où est-ce qu'elle vient? Et est-ce qu'elle est toujours vraie? Ce que je vous disais tout à l'heure, le cerveau, il va aller chercher des preuves que ce que vous lui dites, c'est la vérité. Même si vous lui envoyez des messages négatifs, à vous d'aller chercher aujourd'hui, c'est de prendre le contrôle sur votre cerveau et vos pensées, de chercher une preuve concrète que ce que vous lui racontez, ce n'est pas la vérité. Déjà, c'est très difficile d'identifier la croyance limitante. Exactement. C'est énorme. Déjà, c'est une première étape à la libération. Exactement. De le conscientiser, c'est vraiment de se dire, voilà, c'est de le conscientiser pour pouvoir le confronter. En fait, moi, j'ai mis identifier, mais en réalité, c'est le conscientiser. Une fois que je le conscientise, je le confronte, je cherche d'où est-ce que ça vient et je vais chercher les preuves. Et ensuite, je le transforme. Et là, je change la croyance. Au lieu de dire je ne mérite pas de gagner plus parce que je peux avoir le syndrome de l'imposteur, parce qu'on peut, dans un environnement, bien négocier son salaire, mais dès qu'on fait face à quelque chose de nouveau, un changement d'entreprise, un changement de job, une reconversion, là, c'est reparti avec le syndrome de l'imposteur et c'est très, très féminin. Si vous regardez un peu plus du côté des hommes, et ça, je l'ai appris, c'est une belle leçon que j'ai eue, c'est qu'avant d'accepter un projet, je devais être sûre que je maîtrisais tous les aspects de ce projet. Les hommes, ils ne font pas du tout comme ça. Ils disent oui d'abord, et ensuite, ils font l'apprentissage pour pouvoir livrer ce projet. Bien sûr. C'est le syndrome de... On le voit dans les levées de fonds, on le voit dans beaucoup de... On les voit aussi dans des entretiens d'embauche. Tu vois un candidat femme, une candidate, elle va te dire ce sujet-là, je ne vais pas le maîtriser, alors qu'elle a une connaissance de 40%, mais tant qu'elle n'a pas 100% de la connaissance, elle va dire je ne sais pas. Alors que d'un autre côté, un homme qui ne connaît que 1%, il va dire mais évidemment, je connais. Et il va t'en parler comme si... Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre aussi. Moi, je me dis, c'est bien aussi de prendre de chez eux ce qu'il y a à apprendre. Pour avoir fait une reconversion, puisque moi-même, j'ai travaillé dans des grands groupes en finance, j'étais sales dans les salles de marché, puis j'ai travaillé pour le groupe LVMH. En tout cas, en finance, à Londres, on parlait d'argent. Ce n'était pas problématique. Ça, c'était quelque chose qui était assez facile. En revanche, quand on sort du système comme moi, je l'ai fait, puisque je sors, en fait, je ne suis plus salariée, je me reconvertis, je me forme en neurosciences, en psychanalyse aussi. Et là, il va falloir aller voir les clients sur quoi je vais me baser, en fait, pour facturer. Et j'avais cette idée, je me disais qu'il ne faut pas que je facture.
trop si je veux avoir des clients. L'idée étant pour moi, c'est d'avoir des clients, des témoignages pour pouvoir me créer en tout cas un réseau de clients et on va pouvoir me recommander. J'avais tout faux. J'avais tout faux parce que quand j'ai compris, j'ai mis mes prix étaient basés sur la valeur que j'ai, dans le sens que j'apporte à mon client en termes de résultats, de transformation. Parce qu'aujourd'hui, mon client, moi, ce que je lui apporte, c'est de gagner du temps et de gagner de l'argent. Parce que si tu prends les bonnes décisions, bah, tu peux aussi ne pas en perdre beaucoup, donc tu en gagnes. Et à partir de là, bah, quand j'ai fixé mes prix, bah, j'ai attiré les bonnes personnes vers moi. Et j'ai eu beaucoup plus de clients en vendant beaucoup plus cher. Et les meilleurs clients. Et les meilleurs clients. Et ces clients-là, ils viennent à l'heure, ils payent en temps voulu et sont reconnaissants du travail, etc. L'argent suit la clarté. Donc, et a une forme de détachement. Et ça, on y viendra tout à l'heure. Je vais plus être focus sur la valeur que j'apporte que sur ce que je vais facturer. Le reste, en fait, il y a un lâcher-prise par rapport à l'argent. Fantasmer l'argent réduit votre estime de soi. Et oui, en fait, c'est comme on va idolâtrer une personne, on se met forcément inconsciemment en position d'infériorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprécier. C'est bien d'avoir des modèles pour pouvoir s'en inspirer et se développer. Mais comment ? Le paradoxe du désir, c'est intéressant ce que tu dis. Le désir extrême crée du manque. Oui. Donc, ne pas être trop dans l'idolâtrie financière de si j'ai beaucoup d'argent, je vais pouvoir être ceci, cela, etc. Parce que justement, le désir extrême va créer du manque. C'est-à-dire que j'aurai l'impression que c'est tellement grand, que c'est tellement insurmontable, je me mets en fait en position d'infériorité de façon inconsciente et donc en réalité, je me décourage. Et l'idée étant, c'est de faire les choses petit à petit et de se détacher de l'argent. Alors que le détachement crée de l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez dire par détachement ? Le détachement, c'est-à-dire, je ne suis plus attachée à combien je vais facturer, combien je vais gagner, etc. Même si c'est important d'avoir une idée globale, mais dans le projet qu'on porte, ce qui est important, c'est le sens qu'on en donne et la valeur que j'apporte. Donc, si je suis concentrée uniquement sur ça, l'argent suit. Dans le sens de ne pas se focaliser, se crisper sur cette question. Exactement. D'accord. C'est si je gagne tant, je vais être reconnue, ça veut dire que je suis quelqu'un de successful. En fait, c'est de se détacher complètement de ça. C'est ce que moi, j'ai fait en tout cas quand je commençais à facturer, comme plus cher, voilà, j'ai facturé cher. C'était en fait de me dire, je me focus sur la valeur que je vais apporter à mon client. Et le reste va suivre. Donc, je n'étais plus du tout dans je vais lui mettre tant et si je lui donne tant, il va falloir que je vais me mettre la pression parce que quand même, c'est cher pour lui. J'étais complètement détachée en fait Dis-moi. Oui. L'argent a-t-il un sexe ? Oui, un rapport genré à l'argent. Les femmes sont socialisées à plaire et les hommes à performer. L'argent comme moyen de liberté. En fait, une femme, si elle gagne beaucoup d'argent, elle va être perçue comme trop ambitieuse pour un homme intéressé. Donc, vont avoir la posture à moins négocier, moins d'audace financière et plus de culpabilité. Donc, ce conditionnement existe. Et tant qu'il n'est pas conscientisé, il va influencer nos décisions. Donc, on va se responsabiliser aussi par rapport à ça. Donc, le but étant de changer notre perspective, on se choisit et on s'autorise à l'abondance. C'est un acte de courage et pas d'égoïsme. Le tapis roulant hédonique, alors c'est le cerveau, il est câblé pas pour être satisfait, mais pour désirer. Donc, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, par exemple, je me dis, je vais changer d'entreprise, je veux gagner plus 20% en changeant d'entreprise, mon salaire augmente de 20%, je vais être content, je vais m'acheter un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, je vais me faire de plaisir, des restos par-ci, par-là. Sauf qu'au bout de 3 mois, mon cerveau s'habitue. Et le plaisir baisse. Et je vais être à la recherche de quelque chose de nouveau. Et ce que je dis, c'est que ça, c'est normal. C'est-à-dire que notre cerveau, il est câblé pour toujours aller chercher ce désir. Donc, une fois qu'on a atteint l'objectif,
on ressent du plaisir temporaire et hop, ensuite ça passe et on cherche quelque chose de nouveau. Et là, de façon très neuroscientifique, en réalité, ce qui libère la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Il est libéré quand on anticipe un plaisir, pas quand on l'a. Donc, quand je l'anticipe, c'est comme par exemple, vous savez que vous allez partir, je ne sais pas, au Brésil au mois d'août. Dans la préparation de ce voyage, vous êtes dans le plaisir, vous êtes tout excité. Une fois que vous avez fini votre voyage, vous êtes encore content une semaine et après, c'est fini. Donc, le cerveau s'adapte et ce qui était un rêve devient la norme. Et le plaisir va diminuer rapidement. Le test du marshmallow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où en fait, il y a eu un test qui a été fait sur des enfants. Et proposait une friandise à des enfants tout de suite, ou 2 dans 15 minutes. C'est intéressant. Certains, évidemment, vont vouloir le prendre tout de suite, et d'autres vont pouvoir attendre pour avoir la récompense double. Et les résultats à long terme, ceux qui attendent obtiennent des meilleurs résultats scolaires et sociaux plus tard. Donc, cette expérience, elle illustre parfaitement le biais du présent, c'est-à-dire je préfère tout de suite que sécuriser le futur. Donc, je préfère la gratification immédiate au détriment Et est-ce qu'on sait si les femmes et les hommes avaient des scores différents au test du marshmallow? C'est une bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Je regarderai, en faisant mes recherches, non, mais c'est une bonne question. Je vais regarder. Est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur? On ne fait pas le bonheur. Contribue. Il y a une étude qui a été faite. Je pense à Coluche. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites, dont l'une d'entre elles qui a été faite par 2 économistes d'ailleurs qui ont été lauréats du prix Nobel. C'est-à-dire que le bien-être augmente avec le revenu jusqu'à environ, donc c'est une étude qui a été faite en 2010, jusqu'à 75 000 $, ce qui représente aujourd'hui environ, on va dire, 110 000 $. Au-delà de ces 110 000 $, évidemment, ça va être pourquoi il contribue au bonheur, parce qu'il y a le logement, il y a les activités pour mes enfants, que je puisse voyager de temps en temps, il y a mes revenus, plus les plaisirs, les revenus que je vais avoir qui vont contribuer à ma vie, plus quelques plaisirs. Et donc, c'est capé à 110 000 $. Et au-dessus de là, il n'y a plus de corrélation entre l'argent et le bonheur. Imaginez que vous recevez 1 million d'euros. Donc, l'idée étant de comprendre, c'est que l'argent, il va écarter bien sûr des soucis, donc santé, logement, mais il ne va pas acheter le bien-être durable. Ce qui compte, en tout cas dans les recherches qui ont été faites, c'est la qualité des relations, le sens, les valeurs. Maintenant, imaginez que vous recevez 1 million d'euros. Quelles seraient vos 3 premières dépenses? Une maison? C'est une maison? Des apparts pour mes enfants. Des apparts pour mes enfants. Transmission. Patrimoine. Investir. Maison? Moi, j'investis dans mes stocks. Alors, les réponses, en fait, elles révèlent souvent vos valeurs hautes. Et c'est ça le futur. C'est-à-dire que les décisions d'achat que vous allez prendre aujourd'hui doivent être alignées avec vos valeurs hautes. Donc, si vous dites que moi, ce que je veux, c'est acheter des appartements pour mes enfants et que vous passez la journée à faire des achats en ligne sur du shopping, en fait, ces petits achats additionnés font qu'en fait, vous n'êtes pas du tout aligné avec les valeurs hautes que vous portez. C'est un peu ça. Donc, il faut lier l'argent à ses valeurs. Donc, si c'est la famille, comme Nadia l'a dit, sécuriser l'avenir de mes proches, c'est la famille. Mes décisions doivent être alignées avec la valeur haute qui est la famille. Certains, ça va être la liberté. D'autres, ça va être l'impact. Je contribue à des causes. D'autres, ça va être l'aventure, financer des expériences enrichissantes. Donc, ces décisions-là doivent être prises sur vos valeurs parce que vos valeurs ne changent pas. Je vais avancer un peu plus vite pour te redonner la parole.
La liberté financière, c'est quoi l'indépendance financière? C'est de calculer son freedom number. Donc, c'est les dépenses essentielles plus les plaisirs alignés et créer des revenus passifs. L'indépendance financière, c'est de générer des revenus passifs, donc des investissements, que ce soit dans l'immobilier ou des investissements avec Evest, par exemple, qui vont vous permettre en fait de couvrir vos dépenses essentielles plus quelques plaisirs. Donc, pour le calculer, là, on a mis des chiffres au hasard, on va mettre à peu près. Donc, juste de comprendre un peu quelles sont vos dépenses en termes de logement, nourriture, santé, transport et quelques plaisirs alignés avec vos valeurs. Et là, vous avez votre freedom number et votre indépendance, elle commence là. Elle commence là, c'est-à-dire que je vais commencer à investir dès aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait les choses petit à petit. C'est le chemin qu'on prend qui est important. Ce n'est pas le fait de se dire il faut que dès demain, il faut que j'ai fait un investissement qui me rapporte 4 000 € par mois, mais plutôt de comprendre, de commencer à prendre des décisions qui sont alignées avec ce chiffre-là, dans cet objectif. Il y a 5 niveaux de liberté financière. Il y a la stabilité financière. Donc, je couvre les besoins de base sans dette toxique. Il y a la sécurité financière, c'est-à-dire que j'ai 3 à 6 mois de dépenses en réserve. Croissance financière, j'augmente mes revenus et j'arrive à construire un patrimoine. Liberté financière, celle dont on parlait, c'est ça l'indépendance financière. Elle ne concerne pas que les femmes, elle concerne aussi pas mal d'hommes. Donc, c'est mon revenu passif qui est supérieur à mes dépenses essentielles, plus quelques plaisirs, aligné avec mes valeurs. Et enfin, l'abondance financière, c'est-à-dire que je peux financer des projets ambitieux, contribuer et transmettre. Donc voilà, les 4 clés pour transformer votre relation à l'argent, c'est de conscientiser ses croyances, ces vérités absolues qui ne nous appartiennent pas. Transformer ces scripts-là. Donc, je les confronte, j'essaie de chercher des preuves qui peuvent contrer ces croyances. Je reprends le contrôle, je mets en place des stratégies. Alors, les stratégies, ça va être, par exemple, elles vont être très simples. C'est avant tout achat. Je vais me laisser 48 heures avant de faire un achat important. Je vais, par exemple, ne pas laisser mes cartes enregistrées sur certains sites d'achat. Donc, c'est comme ça. Voilà, créer des frictions, en fait. Ça peut être c'est de faire aussi des virements automatiques entre son compte courant et son compte épargne. Ça peut être toutes ces choses-là pour venir contrer en fait l'idée d'immédiateté, d'impulsion que mon cerveau va aller chercher, le désir là, ce plaisir immédiat et aligner l'argent à ses valeurs. Voilà pour ma part. Je laisse la parole à Anne-Laure et si vous avez des questions, on en touchera tout à l'heure. Bon, non, mais bravo Nadia pour toutes. C'est très très intéressant. Et je vais rebondir en fait sur cette liberté financière. Pourquoi c'est important et comment y arriver? Alors tout d'abord, aujourd'hui en France, si on regarde un petit peu l'État, on est quand même assez loin de la liberté financière, puisque même si on est 52% de la population, on ne détient que 35% de la richesse patrimoniale en France. D'accord? Donc, pourquoi cet écart? L'écart, on le sait, malheureusement, il vient beaucoup du fait que les salaires sont 28% inférieurs à ceux des hommes et qu'on a une majorité des femmes d'occupation de temps partiel. D'accord? Donc, 80% des temps partiels sont aujourd'hui occupés par les femmes. Et on a une femme sur 3 qui interrompt son activité pour s'occuper de ses enfants. Le rapport genré, bon, ça, on a bien discuté, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que pour les femmes, l'argent rime avec angoisse, alors que pour les hommes, c'est le symbolisme de la liberté. Les racines, on a également juste par rapport à cette partie dépenses et investissements, on sait que les femmes elles gèrent beaucoup les dépenses quotidiennes, mais finalement, même si elles épargnent très peu pour investir, puisque 25% épargnent pour la retraite seulement via des placements, contre 40% pour les hommes. Donc, il y a quand même un rapport de l'investissement chez la femme qui est très différent de celui des hommes, du fait justement que les femmes aussi s'occupent des dépenses quotidiennes et pas de l'investissement. Théorie du pot de yaourt, on a dit, je vais peut-être y passer rapidement. On l'aime bien, cette théorie. On l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle est
c'est typiquement le cas, c'est-à-dire, voilà, Sophie et Marc, Sophie gagne moins que Marc, elle habite chez Marc, qui lui a pris un appart avec un prêt, il rembourse son prêt, et elle, pour compenser, elle va dépenser un peu plus dans des dépenses courantes. Ils sont bien entendu malheureusement pas mariés sous le régime de la communauté, parce que ça aurait bien sûr réglé le problème. Et la réalité, c'est que Marc, pendant qu'il gagne sa vie, rembourse son appart avec son prêt, et Sophie ne construit rien puisqu'elle dépense son salaire et ne crée pas de patrimoine. Et au moment de la séparation, Marc, il repart. Bon, avec la voiture, mais là, en plus, c'est l'appart. Et Sophie reste avec ses pots de yaourt vite. Bon. Donc, et bien entendu qu'il faut parler d'argent dans le couple pour éviter les tabous. Ça, c'est quelque chose que l'on voit de façon récurrente. Et surtout, avoir un compte commun, un compte joint et un compte individuel et épargner de façon individuelle. Une autre chose qui est très importante, pour moi qui est clé, c'est la retraite des femmes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et elles ont en moyenne, alors c'est même plus que 30, c'est pratiquement 40%, j'ai vu les derniers chiffres, de moins que les hommes. Et moi j'ai fait le calcul, c'est-à-dire que si aujourd'hui, avec l'espérance de vie, pour compenser cette perte due finalement au fait que les femmes gagnent moins et épargnent moins et préparent moins et vivent plus longtemps, pour compenser, pour arriver juste au niveau égal des hommes, il faudrait épargner 200 € de plus par mois pendant 35 ans pour rattraper ce déficit, et sur un placement qui rapporte quand même 5%. Donc, on n'est pas sur le livret A, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que cette liberté financière, il faut la planifier. C'est important, si on veut arriver, c'est quelque chose qui va devoir s'ancrer, se planifier, se préparer, et notamment rien que pour l'histoire de la retraite et le côté démographique de la longévité. Le budget, on a parlé, Nadia en a parlé pas mal. Déjà, mais c'est vrai que cette règle des 50-30-20, qui est une règle de base qui permet justement de se dire, pour arriver finalement, comment je vais commencer par planifier, déjà il faut que j'ai un budget qui soit solide. Donc souvent on parle de 50-30-20, 50% c'est les dépenses courantes, 30% c'est les loisirs, et 20% c'est l'investissement. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre d'arriver progressivement à constituer mon revenu passif. Alors, ces 20%, ils peuvent varier un petit peu. C'est-à-dire que, bien sûr, pour certains qui ont des hauts revenus, ils peuvent aller jusqu'à même 30 ou 40%. Et certains qui sont vraiment ric-rac, il faut qu'ils fassent… voilà, ce revenu va être un petit peu revu à la baisse, mais si vous voulez, c'est cette image qu'il faut avoir. Alors, on a un petit QR code parce que nous, chez Evest, on a créé un simulateur de budget. Si vous cliquez dessus, vous regardez, et ça permet en fait tout simplement de pouvoir voir où vous en êtes. Et de faire ce calcul-là, et on vous dit à la fin, vous avez quel est votre pourcentage, est-ce que vous pouvez épargner, est-ce que vous pouvez investir. Voilà. C'est quelque chose assez sympa et qui est utile, qui permet un petit peu de se retrouver. Les dettes. Alors, aussi une chose, on a beaucoup d'endettement, c'est important. Regarder où on est dans ces dettes, et si on doit rembourser quelque chose, on